Pour ou contre l'avant-projet de constitution? En tout cas, les discussions autour de ce document élaboré par le comité de pilotage de la conférence nationale continuent. Les nouveautés proposées par l'avant-projet de constitution, comme par exemple la fusion des fonctions de chef d'État et chef de gouvernement, l'abaissement de l'âge d'éligibilité, l'élévation des sections communales au rang de communes, alimente, sinon suscite un débat contradictoire tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Et dans l'intervalle, les concepteurs du texte partent en croisade en vue de faciliter son assimilation, avec pour conséquence, pour corollaire par exemple, son adoption, bien évidemment. Dans la foulée des discussions aujourd'hui, à Agora, on essaie de creuser en profondeur l'avant-projet de constitution en s'interrogeant sur les enjeux et perspectives pour Haïti. Notre invité conférencier, c'est le doyen, maître Henri Marche d'Orléans, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Agora. Eh bien bonjour tous ceux qui nous écoutent, bonjour tous les amis qui sont avec nous au studio. Bonjour, Georges Allen, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbes à travers nos différentes plateformes intelligentes. Aujourd'hui, nous parlons de l'avant-projet de constitution, enjeux et perspectives pour Haïti. Notre invité conférencier, c'est le professeur Henri Marche d'Orléans, qui est président du Conseil de l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, AFPEC donc. Il faut vous dire qu'il est aussi l'auteur de ce livre à succès, Change-toi toi-même et change ton pays. Professeur, je vous passe le verbe. Eh bien, merci beaucoup. Si je comprends bien, on dispose d'une quinzaine de minutes pour la présentation générale. Exactement. C'est bon. Pour la présentation générale, je le ferai peut-être en 3 points rapidement. On parlerait d'abord de la question de l'opportunité de ce changement constitutionnel. Ensuite, nous verrons comment on a exploité cette opportunité, donc la mise en place des institutions, etc. Et puis ensuite, on passera rapidement sur ce que j'appelle le caractère un peu démagogique de ce texte. Tout d'abord, l'opportunité. Je crois que c'est une très belle occasion qui est présentée pour le pays de changer des choses qui étaient dans la Constitution de 87, des choses qui méritaient d'être changées. Par exemple, toute la question des mandats, des élections qu'il faut faire, des élections périodiques, toute la question de la façon de nommer des juges. Tout cela était très compliqué dans la machine. J'ai eu l'occasion de collaborer de très près avec des gouvernements dans ces questions. Cela paraît très difficile. C'est vrai, on a dit qu'on n'a jamais essayé d'appliquer la Constitution, mais on se demande est-ce qu'elle était dans certains de ces articles, en tout cas, applicable aussi. Parce qu'on n'a jamais questionné l'applicabilité de la Constitution de 87 et surtout la facture, la note qui devrait accompagner la mise en place de ces institutions qui étaient prévues. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il est opportun de changer la Constitution? Je crois que c'est une très belle occasion puisque on n'est pas véritablement dans le cadre de la Constitution de 87. Donc on n'a pas besoin, pour moi en tout cas, d'après ma compréhension, je peux avoir tort, d'après ma compréhension, on n'est pas dans le titre 13 de la Constitution 87 qui prévoit une procédure d'amendement, puisque rien qu'à lire ces articles 282 et suivants de la Constitution 87, qui tracent donc une procédure d'amendement, donc il n'y a pas lieu d'amender. De toute façon, on ne peut pas amender, puisque les instances, les organes qui sont prévus par la Constitution en vue de l'amendement, ces organes n'existent pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'amender. Donc ça veut dire ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce n'est pas un amendement. Ce n'est pas une révision non plus, à mon sens.
Ce n'est pas une révision, c'est parce que, bon, l'amendement, le président Lucella, il pourra éclaircir pour nous, puisque vous êtes un spécialiste en sciences politiques, mais l'amendement est beaucoup plus un anglicisme qui est rentré dans la langue française, mais on pourrait parler de révision constitutionnelle, mais on ne peut pas parler de révision non plus, puisque les organes, les instances qui sont là pour réviser la Constitution ne sont pas présents, puisque tout passe par le Parlement, l'exécutif, et puis on n'a pas ce Parlement. Donc ça veut dire que moi, je n'ai aucune gêne vraiment dans un processus de changement. J'emploie un mot neutre, et changement de la Constitution. Je trouve que c'est une belle opportunité. Est-ce que c'est le Conseil, le CPT qui doit le faire ? Je n'en sais rien moi-même. Mais c'est le CPT qui est là. Il suffit que le CPT puisse lancer un processus crédible. Parce que c'est comme le CNG, vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais le CNG était là, et lorsque le CNG a lancé le processus de cette constitution, c'est la société qui a entraîné le CNG dans cette constitution 87 que vous voyez là, mais ce n'est pas ce que voulait vraiment le CNG. Les amis qui étaient là dans la cuisine de la chose pourraient même vous dire que le CNG qui était là à ce moment-là était contre le contenu de la Constitution. Mais on l'a emballé dans la chose. Donc ça veut dire que c'est un beau précédent pour la société haïtienne. Il faut savoir comment entraîner maintenant un pouvoir dans une forme de volonté. Mais le CNG avait pris la précaution quand même d'avoir une assemblée constituante. Pas se contenter de documents d'experts. Bon, donc ça c'est pour vous dire que moi je n'ai aucun scrupule en ce sens. Et s'il faut changer la Constitution, une Constitution n'est pas la vitam aeternam. Je ne suis pas le défenseur d'une Constitution longue. Pour moi aussi, une société est en train de muter. Nous avons 2 jeunes là avec nous, plusieurs jeunes. Il y en a qui sont plus jeunes et moins jeunes, qui n'étaient pas là en 87. Ça fait 38 ans à peu près. Donc ça veut dire c'est les gens qui ont 38 ans, 40 ans aujourd'hui n'ont pas connu cette constitution. Or c'est la majorité de la société, de la population actuellement de moins de 40 ans. Donc il n'y a aucun problème pour moi à demander à cette société est-ce que vous vous retrouvez dans ce document et puis éventuellement d'offrir à cette société un document qui est beaucoup plus adapté. Bon. Donc cela dit, je n'ai pas de scrupule en ce sens. Mais maintenant, le problème va commencer, et c'est là que va résider toute la crédibilité du processus. Comment on va le faire ? Tout d'abord, c'est très mal parti que le gouvernement crée un organe qui s'occupe de la Constitution de cette manière, dans l'opacité. L'opacité, c'est vrai que on a connu certaines personnalités qui faisaient partie de cet organe. Et même le gouvernement est un petit peu hésitant, même dans l'appellation de la chose. On parlait de la question constitutionnelle, pour ne pas dire révision ni changement de la Constitution. On laissait cela donc au comité de pilotage, la conférence nationale. Maintenant, comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si vous avez été dans ces différentes consultations. En tout cas, moi, je n'ai pas été dans une consultation à proprement parler, mais ils avaient constitué un groupe de travail qui était présidé, coordonné, pour mieux dire, par l'ancien député de Pétionville, Thierry Tardieu, qui m'a invité, moi, personnellement, à l'hôtel Caribé pour rencontrer ce groupe de travail. Après, on a fait des photos, etc., etc. Tout était bien très gentil. Sauf que, dans le rapport final, ils n'ont même pas mentionné qu'ils m'ont rencontré. Pourtant, ils m'ont rencontré parce que justement, dans le cadre de l'AFPEC, depuis 2023, nous avons préparé aussi mais sans frais, hein, seulement l'AFPEC comme en termes de responsabilité citoyenne. Donc on avait préparé un document de travail que nous avons pour Constitution de la refondation, qui est déjà en créole, en français et en créole. Les 2 versions sont dans un... Et ce n'est pas la traduction, l'un n'est pas la traduction de l'autre. C'est tout simplement un document qui a été préparé par des gens dans le cadre de l'AFPEC. Et puis moi, je coordonnais ce groupe. Et puis on a fait la promotion. Les gens qui sont intéressés à lire ce texte peuvent aller sur le net. On n'a qu'à taper AFPEC
Constitution de la refondation, et puis on trouvera le texte. Le texte est là déjà depuis 2 ans pratiquement. Donc je leur ai soumis ce texte à tous ceux qui étaient là, mais dans le rapport final, on n'a pas mentionné cela. On n'a pas mentionné qu'on a rencontré Henri d'Orléans, qui leur a soumis un texte dont on faisait la promotion. Bon, est-ce que ça dérange? Je n'en sais rien moi-même, mais je trouve que par honnêteté, on devrait le faire. Et c'est pourquoi je mets en garde immédiatement. Les personnes qui m'écoutent, c'est hier encore, j'étais à l'hôtel Montana avec l'amicale de la faculté de droit. Et puis, ma mise en garde, c'est que il ne faut pas accepter cette procédure instituée par le comité de pilotage. Parce que la procédure est viciée, la procédure est bancale, la procédure est démagogique. Pourquoi démagogique? On demande à tous les secteurs, tout d'abord, avant même d'arriver au texte, on dit qu'on a rencontré les secteurs. C'est ce qui est dit dans... Vous êtes assez intelligent pour comprendre dans la note de présentation. La note de présentation a trahi la chose, la supercherie, d'accord? La note de présentation a dit « Ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays ainsi qu'à l'étranger. À travers ces dialogues avec des secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. » Clairement, ses aspirations. C'est comme si ce qui est écrit là dans le document, c'est ce que le peuple haïtien, quel peuple haïtien, avec quelle clarté, quelle aspiration, tout cela c'est le comité de pilotage qui en est le seul juge. Et puis ensuite, à cet égard, il est important de préciser que cet avant-projet de constitution, loin d'être définitif, mais le peuple a déjà exprimé clairement ses aspirations. Mais le comité estime que le projet n'est pas définitif, doit être approché comme une première ébauche soumise à l'appréciation de l'opinion publique, tous les secteurs organisés de la vie nationale, tous les corps professionnels, etc., en vue de pouvoir arriver à un projet de constitution conforme à la volonté nationale. C'est comme si le comité de pilotage prend tout le monde pour des imbéciles. Le comité de pilotage joue le rôle de juge et de partie. Juge et partie, ça veut dire, vous demandez à tout le monde, c'est vous qui rencontrez tout le monde, vous demandez à tout le monde de vous envoyer des remarques, mais c'est à vous qu'on doit envoyer ces remarques. Ça veut dire s'il y a 12, 100, 200 personnalités, secteurs qui auraient envoyé des remarques, mais c'est seulement le comité de pilotage qui va recevoir ces remarques. Il en est le seul juge. Et on a même vu les membres de ce comité de pilotage venir discuter avec des gens dans des émissions qui ne sont pas d'accord avec vous, etc. Vous voyez, le jeu c'est que si le comité de pilotage exprime déjà son désaccord en public avec des secteurs de la population, et puis c'est à ce même membre du comité de pilotage que vous allez envoyer vos remarques. Écoutez, vous comprenez la supercherie. C'est pourquoi je vous dis que la procédure même est un peu bancale, biaisée, viciée et même perverse. C'est pourquoi je vous recommande moi-même, à tous ceux que je fréquente, de ne pas envoyer de remarques au comité de pilotage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On pourra voir ça à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais envoyer vous voyez que même pour le groupe de travail qu'ils ont eux-mêmes constitué, on a vu le coordonnateur du groupe de travail, Thierry Tardieu pour ne pas le nommer, qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans ce qui est publié là. Et pourtant, on avait bien formé un groupe de travail qui a remis son rapport, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est je ne sais pas qui au sein de ce comité de pilotage qui se constitue un grand arbitre, un auteur pour apprécier ce qui est dit. Ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on n'est pas d'accord,
Ce avec quoi on est d'accord, on le met, ce avec quoi on n'est pas d'accord, on ne le met pas. C'est une procédure complètement démagogique et perverse. C'est pourquoi je mets en garde les gens contre cette procédure, et je suis désolé de le dire. Vous comprenez que je parle avec beaucoup de réserve et d'hésitation, parce que, comme vous devez le savoir, si vous ne le savez pas, c'est les auditeurs, les téléspectateurs qui le sauront, pour vous, j'ai de grands amis au sein de ce comité de pilotage, des personnes avec qui je suis lié d'amitié depuis une quarantaine d'années. J'ai rencontré même en dehors d'Haïti, dans des universités à l'étranger, où l'on a étudié ensemble, et puis on a développé des relations, mais très fortes, jusqu'à présent, jusqu'à cette minute. Tout simplement, j'hésitais un peu à prendre la parole en public, parce qu'au nom de ces amitiés dont je vous parle, mais puisqu'il s'agit des affaires du pays, des affaires de la nation, donc je suis obligé de sortir de mes réserves. Bon, alors maintenant, je vous dis que toute la procédure, c'est une procédure qui est biaisée, qui est piégée. Piégée parce que c'est le comité de pilotage qui est juge et partie. C'est le comité de pilotage qui vous a... On a trouvé ce texte, je ne sais où. Le contenu, on dit que ce sont des experts. Là où j'ai lu cela, je ne sais pas s'il est l'un des experts. Non. Ok. Non, okay. On dit qu'il y a eu des experts. Personne ne connaît le nom des experts. J'ai rencontré une personne que je soupçonnais d'être expert. Il a dit non, j'étais vraiment à certaines réunions, mais on m'a dit, en tant qu'expert, vous êtes là, lorsqu'on aura besoin de votre avis, on demandera. Mais il ne faut pas prendre la parole. Bon. Moi, ce serait bien de faire connaître au grand public les noms de ces experts. Même une assemblée constituante. Moi, lorsque j'ai rencontré la délégation du groupe de travail sur la Constitution, je leur ai fait une proposition. Organiser une sorte de town hall meeting. Des town hall meetings, ça veut dire qu'il est très ouvert. Ce qu'ils ont commencé à faire là maintenant avec avec leur avant-projet de constitution, ce sera que je leur avais proposé de faire des avants pour permettre à tout le monde de prendre des thématiques, non pas avec un texte déjà élaboré. Parce que vous savez, dès que vous avez fini d'élaborer votre texte, c'est votre affaire. Et puis vous êtes très jaloux de cela, et puis ça va créer des problèmes si quelqu'un veut vous contredire, etc. Alors que si on vient avec des thématiques, et puis on fait des débats publics, on invite des gens soit qui ont écrit des documents de constitution, des gens qui sont des spécialistes dans différentes questions, avec des thématiques. Parce que je ne vous le dis pas, mais je suis en même temps, depuis quelque temps, président du conseil scientifique de la chaire Montferrier-Dorval. La chaire Montferrier-Dorval de droit constitutionnel, c'est une chaire qui a été créée en mars 2024 au sein de l'Université d'État d'Haïti, qui siège au sein de la faculté de droit et des sciences économiques. Ce qu'on avait commencé à faire dans le cadre de la chaire, on avait dégagé une quinzaine de thématiques dans la Constitution 87, et puis on invitait des spécialistes maintenant à venir se prononcer là-dessus. C'est ce débat que étant donné que la chaire Montferrier-Dorval n'avait pas beaucoup de moyens, donc on se réunissait à ce moment-là les mercredis à l'OPC pendant des mois. Malheureusement, avec les événements à l'OPC, à Bourdon, on ne peut plus se réunir là-bas. Je leur avais dit, mais écoutez, l'expérience est là déjà, prenez cette expérience, allez avec, vous avez les moyens de l'État, les moyens de l'État qui sont à votre disposition, allez organiser des town hall meetings dans les universités du Cap-Haïtien, de Jacmel, des Cailles, de Port-de-Paix, etc., etc. Invitez les étudiants, invitez les professeurs, invitez tous les secteurs. Et puis, demandez maintenant à toutes les stations de radio, les stations de télévision, de brancher sur cela au même moment. Comme ça, tout le monde saura ce que chacun a dit. Mais non, on a préféré l'autre procédure, personne ne sait, sauf les membres du comité de pilotage, qui sait ce que tout le monde a dit.
Et puis, lorsqu'on vous donne le texte, on vous dit que ce sont les aspirations du peuple haïtien, de la nation haïtienne. Où est-ce qu'on avait, c'est qui ce peuple haïtien? On ne sait pas. Où est-ce qu'on avait organisé ces assises? Où sont les actes, les travaux préparatoires de ce texte? Les travaux préparatoires, on en a besoin. Par exemple, moi-même, comme juriste, comme président de la chaire Montfeuille-Dorval, président du conseil scientifique, j'ai besoin des travaux préparatoires du texte pour analyser. Lorsqu'on forme un conseil constitutionnel aussi, lorsque le conseil constitutionnel aura à trancher maintenant des constitutions d'interprétation des dispositions constitutionnelles, mais le conseil aura besoin de savoir dans quelles circonstances ce texte a été élaboré pour comprendre quel était l'esprit du constituant au moment de l'élaboration de ce texte. Mais il nous prive de tout cela, et puis tout cela se passe dans une complète opacité. Et puis, comme vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo qui l'a dit, bien longtemps avant nous, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Puisque la forme est démagogique, le fond aussi sera démagogique. Je ne vais pas entrer dans les détails du fond, comme nous aurons l'occasion de le faire, dans les débats, mais au fond, je vous signalerai deux démagogies qu'il y a, au moins. Deux démagogies. Une première démagogie, c'est avec la diaspora. C'est exactement ce qu'on appelle une démagogie. Qu'est-ce qu'il a dit à l'article 13 ? Le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper les fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger dans les mêmes conditions. Très bien. Ensuite, article 12.2, la renonciation. La renonciation. Puisqu'elle a toujours été, dans les constitutions précédentes, on avait toujours dit qu'il fallait renoncer. Alors, 11.2 à la nationalité. C'est 11.2. 11.2. Oui. La renonciation à la nationalité haïtienne se fait par une déclaration volontaire de manière expresse auprès des autorités concernées. Bon. Si diaspora a autant débat ça, il est bien content. Parce que autrefois, c'est comme si ce qu'on avait dans la Constitution, c'est que dès que vous aviez une nationalité étrangère, c'est comme s'il y avait une renonciation tacite à la nationalité haïtienne. D'accord ? Maintenant, pour régler cette question, ils ont dit non, il n'y a pas plus de renonciation tacite. La renonciation sera expresse, par une déclaration volontaire, de manière expresse. C'est même pas besoin de dire express, mais pour bien préciser, pour bien monter la démagogie, de manière expresse, auprès des autorités concernées. Ça voudrait dire que le législateur doit adopter une loi maintenant pour dire voilà, quelle autorité, etc., comment on fait la déclaration express. Mais maintenant, pourquoi la personne qui est visée, des amis de la diaspora qui auraient une autre nationalité, pourquoi ferait-il une renonciation expresse devant les autorités, puisque il doit se porter candidat? Je ne sais pas si vous comprenez la supercherie. Puisqu'il doit se porter candidat, mais il ne va pas venir faire une renonciation devant les autorités concernées de la nationalité haïtienne, puisqu'il n'a pas le porter le candidat. Donc au contraire, il a besoin de la nationalité haïtienne, non. Sautez dit pour la renonciation de sa nationalité étrangère, ça aurait un sens. Mais si c'est de la nationalité haïtienne, au moment d'aller se porter candidat, ça ne va pas, c'est uniquement pour éblouir un petit peu la diaspora. Ah, nous jouons de marée, oui là, etc., etc. Mais ce n'est pas la plus grande démagogie. La plus grande démagogie, c'est avec vous, les amis. Avec vous. Vous êtes la grande démagogie de ce texte. Ils ont cherché ce que j'appellerais l'effet 291.
qu'est-ce que j'appelle l'effet de 191. Vous êtes jeune, vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais ceux qui étaient là en 1987 savent qu'il y avait un article 291 dans la Constitution 87. Bon, pour résumer, c'est que cet article disait « Makout Paladin ». Moi, j'avais le privilège d'être observateur de ce référendum de 87, dans la Grand'Anse, et puis je voyais l'engouement réel des gens pour aller voter la Constitution, parce qu'ils disaient « Oh, Makout Paladin ». Qu'est-ce qu'il y avait dans la Constitution? On ne savait pas. Écoutez, je ne vous apprends rien. On ne pas connaît cette Constitution. C'est une petite minorité de monde qui te connaît cette Constitution. Mais tout le monde chauffé à blanc, Makout Paladin, et puis on y va. Et bien, bon, il fait comme ça. Dans la Constitution, dans l'avant-projet de Constitution, quel est l'effet? L'effet, c'est que, on dit nous, depuis 21 ans, aucun député, aucun magistrat communal. Ouais, pas la bonnette. Mesdames, même, il dit 40%. Bon, mesdames, c'est normal, au contraire. Pourquoi même normal, même c'est pour y avoir parité carrément. Donc, on ne va pas parler de pas mesdames. Parce que pas mesdames, on pense qu'il faut qu'on y va parité carrément égal. Bon, on retourne à les jeunes. Bon, les amis, écoutez. Pendant que vous faites ça, qui ça vous fait? Vous multipliez la perspective pour aller occuper poste. Parce qu'il ne faut pas jouer. Pendant que vous avez 21 ans, à 21 ans, ou qu'un magistrat communal, bien député, eh bien c'est près de 1 millier de postes qui pourraient le créer. Au moins 750 à 800 pour les communes. 750 à 800. Puisque on dit dans le texte là que toute section communale a une commune, y compris chef de commune. Donc, il y a 570 sections communales pour le moment. Et puis on a à peu près 148 communes. Si on dit 150, ça te fait 120 au total. Il n'y a pas prêté 120. Parce que depuis on a commencé à entendre que toute section communale une commune, et bien l'autre côté de tes quartiers, tes statuts, comme ça, il a demandé qu'on y a pour une section communale, c'est normal. Et puis qu'on y a, on doit arriver à 800 à peu près. Ça veut dire qu'il y a 800 jobs à 21 ans. Bon, faut-il réfléchir. Moi-même, moi, rencontre des jeunes que nous trouvons qui sont très en avance, sous le temps. Là, j'ai rencontré. Pendant que je parle de ça là, j'ai rencontré un jeune, je ne vais pas dire non dans l'émission là, puisque je n'ai pas d'autorisation pour ça, mais dans l'école de la capitale, qui est en philo, je l'ai tourné en philo. Il doit avoir 17-18 ans. Il est en philo. C'est un petit monde qui n'a pas n'importe quelle responsabilité en philo côté là. Mais c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Et jeune homme, ça me dit qu'il a pris une responsabilité, qui est intelligent, qui est responsable là. Sûrement lui-même, c'est pas dans la politique libérale. Comme si souvent, parce qu'on ne pas que de jeunes génies, effectivement. Ou quand on est même à 6 ans, 7 ans, on paraît là. Même t'as bien aimé gagner là. On paraît 6 ans, 7 ans, ou tout génie. Bon, très bien. Et bien moi-même, au lieu qu'on ait sous pas de faire démagogie, comme à 21 ans vraiment, si mon haïtien en général, je peux encore parler pour prendre bagaille en main véritablement, vivre en main. Ça c'est la réalité, à moins que ce n'est pas dans le pays à nous. Moi-même, si on est pays, dans le cadre de formation, je fais leadership de soi avec Sylvie, que nous tous nous connaissons, changeons à toi-même, change ton pays. Je me rencontre avec jeunes. Comme professeur à l'université, je ne pas jamais coupé de jeunes. Tout le monde m'a dit, mais non, ça passe. Allemand des mamans, nous, papa, nous, les hôtels l'âge, nous, ils ont pris responsabilité. Comme si on a un paquet de jeunes, vraiment, nous là. Et puis, ils manqué de prendre responsabilité au bonheur, alors que bon, papa était là, il fait ça bien bonheur.
Ça veut dire l'homme analyser pays, pas qu'à dire que à 21 ans, c'est un bon bagage pour laguer dans mes jeunes que yo ka député, yo ka magistrat. Parce que les gens qui sont pas le faire, ou viennent détourner un paquet de petits monde qui t'a doué à apprendre un bon métier pour vivre. Si mon qui t'a doué à l'université, vous venez détourner au Konya, vous faites 800 jobs dans l'État pour eux, et puis Konya, on l'a gagné comme là-dedans. Et puis le sang, malheureusement, ce n'est pas Jean-Baptiste qui parle le candidat. Mais il est là. Ce n'est pas lui-même qui parle le candidat. Nous connaissons qui est-ce qui parle le candidat. Parce que tout le monde qui a rédigé la Constitution, si on continue est très intelligent, à 21 ans, ce n'est pas le magistrat pour eux. Tout bon père et mère de famille qui attendent là, qui a petite besoin, ouais, petite livine, c'est pas, si on est intelligent, c'est pas là le parle oriental. La parle oriental pour nous voir un bon physicien, la parle oriental pour nous voir un bon physicien, pour nous voir un bon mathématicien, pour nous voir un grand ingénieur, pour nous voir un grand technicien, un grand informaticien, c'est dans ça le parle oriental. Donc on est à l'heure où dit si mon dans ça on a, et bon, puis détourner si mon de pareil pour être fait normalement dans l'âge ça. Et puis qu'on a orienté vers autre chose. Et pour créer une pause. Parce que qu'on a, avec ils ont créé, moi-même mon ministre, parce qu'on est dans une émission, moi-même mon ministre, je ne vais pas citer nos amis, mais bon, un ministre qui dit dans l'émission, tu es un jeune qui est là, et puis il dit, on pas préparer non pour le candidat. Écoutez, c'est démagogique ça. Mais, il y a un effet de 191. Côté bonne jeune, ouais, sont très belles perspectives vraiment pour y lancer la politique. Et puis, ça veut dire, c'est avec ça que m'a fini pour relancer le débat. Et puis, non seulement, si on a manqué préparation pour le faire, pour la responsabilité, ça, pour nous d'accord avec ça, si on a manqué préparation, mais il n'y a pas aucun mécanisme de contrôle non plus, parce que pas aucun moyen dans un proche avenir, pour qu'on ait des comptes à le déployer dans le pays, dans 800 mairies, pour la faire audit, 800 mairies, et puis pour assurer que tout le travail passe bien dans la mairie. Ça veut dire sont des zones que M. pourra le créer. C'est peut-être samedi, si le projet a passé comme ça, on considère le document comme un document démagogique, et puis s'il t'a passé, et bien il va le battre en République de la Bolocho. Parce que tout le monde ne va pas tourner à Bolocho sous compte dans le pays. Voilà, les amis. Et voilà donc pour l'exposé de notre invité conférencier.